faut que les Français se réveillent. Parce que c'est pas leurs députés qui vont se réveiller, ils le font pas. Nos parlementaires, faites une croix dessus, ils ne feront pas le boulot, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait sur l'Ukraine, ils l'avaient pas fait déjà sur le Covid, ils le feront pas. J'attends plus rien de ces gens-là, plus rien. Donc, c'est aux Français de se prendre en main. Je leur dis maintenant très officiellement et solennellement, parce que cette guerre n'est pas une virtualité, c'est un chemin vers lequel on nous emmène inéluctablement, sauf si on trouve une solution pour nous débarrasser de ces gens-là politiquement et de changer radicalement de politique. En tout cas, il faut se faire entendre. En réalité, tous les Français doivent être conscients que l'État dans lequel nous pensons vivre n'existe plus juridiquement. Depuis le 16 mars 2020, les institutions françaises, à la fois du point de vue du droit interne et du point de vue du droit international, n'existent plus. Elles sont mises en suspension. Elles ne sont plus valides, au sens où elles ne fonctionnent plus. Donc l'État français n'existe plus. D'accord ? Au niveau juridique, il est dans un état de vide juridique. Parce que rien ne le remplace officiellement. On n'a même pas acté sa disparition officielle. Mais officieusement, juridiquement, il n'existe plus. Voilà. Donc ça, c'est le constat. Je ne porte pas de jugement de valeur. J'établis un diagnostic juridique. Par contre, il y a quand même une équipe au pouvoir qui prend des décisions, qui les impose et qui les impose par la coercition. En particulier, quand une loi est votée, tout l'appareil d'État est mis au service de l'application de cette loi. D'accord ? On est dans le cadre d'un abus de droit international public où un État n'existe plus, mais les fonctions régaliennes ont été détournées au profit d'une instance qui dirige et dont on ne sait pas exactement, on n'a pas exactement identifié qui était derrière. Néanmoins, on sait que quand on est en état de guerre, on est sous propagande de guerre. Et là, la propagande de guerre n'est pas franco-française. Elle s'applique à tous les États européens, tous les pays de l'OTAN, de façon assez large. Donc ça veut dire que on peut en déduire assez logiquement que les instances qui ont pris le contrôle de la France ne sont pas des instances nationales. Nous sommes au service d'entités qui n'ont pas été nommément désignées, même si on peut globalement comprendre d'où elles viennent. Elles viennent de l'OMS, elles viennent de Davos, elles viennent de tout ça. Je fais cette petite vidéo parce qu'il y a quelque chose qui vient de m'énerver très profondément et qui en même temps me fait peur. Ça fait 4 ans que j'ai quitté la gendarmerie. Pour remettre les choses dans son contexte. J'ai jamais reçu de mail, jamais reçu de soutien ou quoi que ce soit de la part de la gendarmerie. Et là, je reçois un petit mail qui déguise un petit peu le vrai contenu en me disant qu'il crée un nouveau site, jusque-là tout va bien, pour les anciens de la gendarmerie ou du corps de l'armée, pour garder des liens avec la communauté au cas où on voudrait devenir ESR, donc c'est réserviste en gros. Et 2 ou 3 fois dans le mail, entre ces paragraphes de on vous soutient, la gendarmerie est forte du lien qu'elle entretient avec la communauté, alors qu'on n'a pas demandé de nouvelles, hein, toujours pour rappel, on me dit que, vu qu'il y a... ceux qui ont intégré automatiquement le vivier du dispositif de réserve de sécurité nationale, ce qu'on appelle l'RSN, sont à ce titre rappelables en cas de menace, article 4231-4 du Code de la Défense, pour ceux qui veulent vérifier mes sources, et de troubles ou de menaces, troubles graves à l'ordre public, article L421-3 du Code de la sécurité intérieure durant 5 années. Et après on dit voilà, la gendarmerie est forte du lien qu'elle entretient avec ses anciens, bon, parce que j'ai jamais eu de lettre de soutien, savoir comment elle allait se passer. Donc voilà, on nous déguise un petit peu ce petit truc caché là où on nous le dit 2-3 fois mais c'est pour votre bien et tout, mais juste on vous rappelle que vous êtes rappelable. Je trouve ça bizarre qu'en 4 ans j'ai jamais reçu ça, on m'a jamais cité ce genre d'article pour me dire vous êtes rappelable. Il y a des manifs qui se préparent. Alors soit on me prend pour une conne et on m'envoie ça en espérant que les petits mails de on vous soutient, on est là, naninana, on est une grande famille, et on met ça juste pour faire passer la pilule. Je pense que je suis pas un mouton et que je suis pas conne. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas en parler non plus. Mais vous avez vraiment cru que j'allais gober ça? Mais moi, ta lettre, déjà je l'ai déchirée en 1000 morceaux et je vais me torcher le avec.
mais je vais m'en faire un plaisir. Et si un jour je suis amenée à être appelée comme ils disent, ce qu'on normalement on fait en temps de guerre, hein, je vous le rappelle, on rappelle aux gens qui peuvent être rappelés en temps de guerre, non, non en fait, non, je ne servirai pas Macron. Si j'ai quitté l'institution, c'est bien pour des raisons, et ces raisons-là, je pourrais les dénoncer, même porter plainte, et je pense que ça leur ferait pas plaisir. Mais des petites menaces comme ça déguisées en lien fraternel, mais j'en ai rien à... Alors Macron, tu peux te la mettre dans ta lettre, tu peux te la mettre profond. Je ne servirai pas ton pays, pas le pays des Français, mais le tien, ton pays que tu veux instaurer. Et bien s'il faut aller en taule pour ça, j'irai. Mais me fais pas croire que c'est de la fraternité. Et puis d'autres choses qui sont des vérités, on va dire, bon, l'inefficacité des masques, des confinements, donc voilà, ça c'est essentiellement ce qui est. Il y a quelque chose. Non. Ah oui. Ouais, justement. Alors là, c'est assez étonnant. Je vous interromps, mais il y a une sélection. C'est-à-dire que les confinements c'était pas bien, la distanciation sociale non plus, les masques non plus. Tout ça a fait beaucoup de tort aux Américains. Et donc là, on est quand même content de voir que c'est une nouvelle version officielle des faits, parce que j'espère que ça va secouer les choses un petit peu chez nous aussi. En revanche, pas un mot sur les vaccins. Mais disons, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit quelqu'un comme Robert Kennedy Jr., il a consacré un premier bouquin que je conseille vraiment à tout le monde, qui s'appelle justement au duo Bill Gates et Anthony Fauci. Hein, le titre du livre, c'est Bill Gates, Anthony Fauci, Big Pharma, leur guerre contre la santé publique et la démocratie. Donc je pense que c'est déjà très révélateur. Et on va dire qu'ils se sont accoquinés depuis 2010 pour diriger l'un à travers, on va dire, sa participation énorme à l'OMS. Donc, je pense qu'après les États-Unis et l'Angleterre, Bill Gates est probablement le plus grand, je veux dire, sponsor de l'OMS plutôt que donateur, parce qu'en fait, c'est de l'argent qui lui revient. Quand son ONG, la fondation Bill et Melinda Gates, investit de l'argent, elle en récupère aussi. Donc on estime que pendant la pandémie, ce serait fait quand même environ 50 milliards de dollars. C'est pas mal. C'est facile, évidemment, quand on est à tous les échelons de la problématique, c'est-à-dire qu'on est là pour dépister soi-disant des virus ou des agents pathogènes, pour les breveter, pour les commercialiser et pour financer les politiques pandémiques, etc. Donc c'est pas compliqué, je veux dire, c'est juste on appuie, une fois que la machine est prête, on appuie sur un bouton. C'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est vraiment un business. Et puis, j'ai fait mon journal et puis je parlais du nombre de choses. C'est la première. C'est la première fois que je me plains d'abord au Collège des médecins du Québec alors que je suis retraité. C'est la première fois que je passe devant le conseil de discipline du Collège des médecins. C'est la première fois qu'un médecin retraité passe devant le conseil de discipline. C'est la première fois qu'un médecin passe devant le conseil de discipline sans avoir eu au moins une rencontre directement avec le syndic qui l'accuse. C'est la première fois que 2 médecins récompensés par le Collège des médecins qui sont présents contre l'intimé au conseil de discipline. Une qui a été médecin de famille de l'année en 2023, l'autre qui a eu le Grand Prix du rayonnement en 2021 par le Collège des médecins du Québec. C'est la première fois que Caroline Quashtan agit comme experte dans une plainte au Collège de discipline. C'est la première fois que je vois qu'on sort les gros canons pour réduire le maringouin au silence. Ça, c'est le maringouin, ça, c'est moi. Ils doivent avoir peur de la piqûre de vérité, hein. Et puis, la vérité, c'est celle de l'incertitude. Ouais. Alors qu'eux autres sont arrivés avec leur certitude après 2 mois d'observation d'un vaccin jamais éprouvé chez les humains, qui ont qualifié ça de sûr et efficace. On était dans le slogan. On n'était pas dans la science. On était dans la vente sous pression d'un produit jamais éprouvé chez les humains. Et puis ça, on a désinformé la population, mésinformé la population d'une façon absolument que j'ai jamais vue. Pour moi, c'est une fraude monumentale, tout ça. Bonjour à tous, voilà ce que nous écrit Olivier, qui est le fils de Jean Pernin, quelqu'un que l'on aime beaucoup sur la Minute de Ricardo. Il nous écrit l'épisode injectionnel assassin, à propos du pape, a révélé la faiblesse d'un faux berger qui devait protéger contre vents et marées pourtant le troupeau des fidèles.
Si certains doutaient de sa loyauté et du rempart que l'héritier de Pierre aurait dû dresser face aux satanistes déchaînés, la réception au Vatican des promoteurs de l'empoisonnement mondial a définitivement brisé le masque de l'homme de foi. Qui peut, en effet, écrit-il, imaginer une seule seconde que le Christ Jésus se serait livré à cette morbide mascarade de la vaccination? Lui, le maître qui embrassait les lépreux, les purifiait, avait-il besoin véritablement d'un faux vaccin pour les soigner? Je vous rappelle que l'injection mortelle contient la marque de la bête. Elle handicape, tue, zombifie les inconscients désinformés. Eh bien, cette loterie de la mort, car c'est exactement ça, qui a été planifiée, organisée, à grande échelle, n'a pas encore produit ses plus violents effets. On les voit apparaître, mais ce n'est que la face immergée de l'iceberg. Merci beaucoup donc à Olivier d'avoir des mots si crus, mais si vrais, concernant malheureusement Bergoglio, alias François. Merci à vous de partager. Au revoir. As J.D. Vance said, there's a new sheriff in town, and Jorge Bergoglio and the U.S. bishops have walked right into the impenetrable force of the four horsemen of the apocalypse. Let's focus on 2014, when the ecclesial special advisor to Biden, to Obama, none other than the demon Cardinal Ted McCarrick, was involved in the initial unaccompanied minor children invasion in the southern border. Francis and McCarrick were involved in many of the color revolutions from 2013 on. Also, McCarrick was deeply involved in managing the placement of Jorge Bergoglio as the, purported Pope of the Catholic Church. We now are demanding both DOJ as well as the government of Trump to audit all records relating to what they call the Catholic Spring, which was the color revolution, to displace and get rid of the globalist worst nightmare. And who was the worst nightmare? That was Ratzinger, Pope Benedict, because he was against migration in Europe. He was against the climate change. He was against the China deal. He was against the mass UN Sustainable Development Goals. The entire New World Order agenda was being stopped by Ratzinger. Francis knew that. Obama, Biden knew that. And this needs to be uncovered. Je vois également une perte de l'intégrité politique dans les réactions suscitées par le travail du délégué du gouvernement pour la pandémie de Covid, le député Cotlar. Bon sang, il est temps que les scientifiques prennent conscience que, durant la crise du Covid, les médias ont soutenu Matovi et Égée de manière brutale. Et bien sûr, maintenant que les vérités effroyables commencent à émerger, on s'en prend au délégué Cotlar. Faut-il vraiment céder au journal Deniken, à SME ou je ne sais quel autre, alors que nous disposons d'un rapport d'expertise confirmant qu'il y avait une présence anormale d'ADN et de substances dans les vaccins anti-Covid utilisés en Slovaquie, des éléments qui n'avaient rien à y faire et que les fabricants ont dissimulés? Devons-nous oublier les graves violations des droits humains pendant le Covid, les amendes illégales ou les compensations de repas liés à l'isolement forcé? Allons-nous maintenant remettre en cause la loi sur l'indemnisation de ces abus que nous venons tout juste d'adopter au Parlement grâce aux voix de la coalition? Le délégué Cotlar fait un travail utile, il provoque sainement et présente des faits difficiles à contester. C'est pourquoi je pense que nous devrions immédiatement notifier aux fournisseurs de vaccins douteux que nous ne leur verserons plus un seul centime et que nous sommes prêts à engager des poursuites judiciaires contre eux. Et le délégué Cotlar aura, en cela, tout mon soutien. Il est de notoriété publique que j'ai refusé la vaccination contre le Covid et que je ne me suis pas moi-même fait vacciner. Comment pourrais-je, dans ces conditions, ne pas appuyer l'appel du délégué à cesser l'utilisation de vaccins suspects? Il en va de la santé des citoyens, non de ce qu'écrivent les médias hostiles au gouvernement, ni des cris de ceux qui ont soutenu aveuglément la vaccination,
ni de ce que dit telle ou telle entreprise pharmaceutique, désormais en position très inconfortable. Chers amis, l'intégrité politique au sein de la coalition gouvernementale, à laquelle je tiens tant, devrait être notre arme la plus puissante et non une faiblesse. Rappelez constamment au public qui est qui dans l'opposition et dans les médias antigouvernementaux, ou comment sont financées les ONG, devient l'une des formes les plus importantes d'un travail politique réussi. I think we got to educate people that the Federal Reserve is not a public government entity. It's a private entity owned by the robber barons that started this country, who manipulate the currency to their advantage. And that needs to be tackled. Again, I'm not the economic guru. I just know it's a problem. And I'll be honest with you, I don't know what the solution is, but it needs to be addressed. Contrast with too many in the West, where some in our leadership class seem stricken by self-doubt and even fear of the future. To them, humanity is always one bad decision away from catastrophe. The world will soon end, they tell us, because we're burning too much fuel, or making too many things, or having too many children. And so, rather than invest in the future, they too often retreat from it. Some of them pass laws that force their nations to use less power. They cancel nuclear and other energy generation facilities, even as their choices, the choices of these leaders, lead to more dependence on foreign adversaries. Meanwhile, their message to their friends, to countries like India, is to tell them that they're not allowed to grow. Well, President Trump rejects these failed ideas. He wants America to grow. He wants India to grow. Tandis qu'aux États-Unis a lieu une opposition frontale de l'épiscopat à l'administration Trump, après que le scandale des fonds de l'Agence pour le développement international, l'USAID, a mis en lumière la complicité de l'Église catholique dans le trafic de l'immigration. Il est nécessaire d'empêcher la hiérarchie progressiste d'assurer un successeur à Bergoglio, c'est-à-dire un autre usurpateur sur le trône de Pierre qui soit l'héritier et le continuateur du prédécesseur. Avant d'enfoncer le dernier clou dans le cercueil de Bergoglio, il est donc indispensable et urgent que la lumière soit faite sur l'usurpation qu'il a perpétrée et sur l'occupation de l'Église catholique par une hiérarchie corrompue et traître, dont le seul but est de la détruire de l'intérieur. Rockefeller's plan to scan the world work. In the 19th century, oil was used to mainly lubricate steam engines, and being the second most abundant resource on Earth, it wasn't a valuable resource until it was discovered that it could be used as fuel, and the man leading the charge, John Rockefeller. Well, to increase profit, Rockefeller had to make it seem like oil was a scarce resource, sending his scientists to the 1892 Geneva Convention to put up the front that oil contained hydrogen, carbon, and oxygen. Therefore, it had to have come from something organic. Thus, the term fossil fuels. However, it was never actually proven that oil came from fossils, and that while oil rigs drill up to 35,000 feet, a fossil has never been found below 16,000 feet. On top of that, Rockefeller donated over $180 million to the General Education Board, and now every textbook states that oil is a fossil fuel. So, did oil really come from fossils? Tu l'appelles ton papa? Pour la féminiser, je l'appelle Mapa. Et pas papa? Non, j'ai perdu cette habitude depuis que je l'appelle Mapa. Ils m'ont dit, on va plus t'appeler papa puisque tu n'es plus un garçon. Est-ce qu'on peut t'appeler maman? Alors là, tout de suite, j'ai dit non, c'est hors de question. Maman, ça reste maman. Et je ne veux pas qu'on m'appelle maman parce que c'est sa place et que je ne serai jamais maman. Donc il faut choisir autre chose. Et alors Kaeline a proposé Mapa. Et lorsque leur papa est devenu Mapa, il y a 4 ans, le choc a été brutal, mais ça les a aussi fait sourire. Je rigolais au début quand elle mettait des yeux. Oui, c'est vrai. Un petit peu bizarre quand elle se maquille. Est-ce que ça lui va bien? Non. Est-ce qu'elle est belle? Oui. Ah. C'est déjà ça, tout n'est pas perdu.